À un moment donné, il paraît peut-être qu'il dépasse à nous un peu, mais il est très important. Parce que là, quand même, tu vois que normalement, nos anciens, tu dois être financés, tu dois être justement avoir une compensation. Et que dans les autres îles, on a eu, et qu'ici, on n'a pas. Donc il est important de connaître tout ça pour qu'un jour, nous puissions demander à notre tour aussi réparation, que nous puissions avoir des projets concrets et que nous puissions aussi protéger notre enfance en danger. Donc, je demande à ça d'applaudir Hamza pour un quart d'heure et après, nous allons poser des questions et après, nous allons écouter un peu de Maloya, nous allons quand même bien descendre. Merci Hamza. Merci Nathanaël. Merci au comité panafricain réunionnais et à toutes les organisations militantes culturelles de la Réunion. J'ai été très touché par l'atelier généalogie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de panafricanisme sans parler de généalogie. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. La question de la mémoire, lorsqu'on est à une date qui est supposée commémorer quelque chose, je pense que c'est important de faire ce travail de mémoire pour retrouver les ancêtres. Il n'y a rien de pire qu'une mère qui ne se souvient plus de ses enfants. Il n'y a rien de pire que des enfants qui ne se reconnaissent plus en leurs parents. Et je pense que la question de la commémoration est à double tranchant, puisque lorsque l'on évoque la question des traites, on fait nécessairement référence à l'Afrique. Et l'Afrique est la mère de l'humanité, certes, mais elle est aussi la mère de millions et de millions de personnes qui ont été déportées en captivité et mises en esclavage. Et donc, il me semble important, lorsque on commémore des dates que nous n'avons pas nous-mêmes choisies, de remettre en avant précisément le lien à l'Afrique. Pourquoi? Parce que la République a imposé des dates qui permettent à la République elle-même de se rappeler qu'elle a possédé des esclaves, qu'elle nous a possédés, et que quelque part, elle continue à nous posséder. Et donc cette question, je dirais, de la possession, cette question de l'appropriation, cette question de la servitude, elle est toujours d'actualité. Et c'est dans ce contexte-là, je pense qu'il faut vraiment problématiser les dates qui nous sont imposées, comme Bruno l'a rappelé, dans des contextes liés à des circonstances bien particulières, des décrets promulgués à Paris qui arrivent à telle ou telle date ou qui sont retardés pour telle ou telle raison, qui n'ont rien à voir, je dirais, avec nos propres préoccupations. Donc la mémoire, elle est essentielle et elle est aussi un élément qui relève, selon moi, de ce qu'on appelle le domaine régalien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est imposé par l'État. C'est quelque chose qui, d'un point de vue symbolique, est extrêmement fort parce qu'il renvoie à une forme de domination politique qui est inscrite dans l'histoire. Par le fait que l'histoire, elle est écrite généralement par les vainqueurs. Et que donc, il faut effectivement s'interroger sur le bien fondé de ces dates et sur la manière dont les descendants de vainqueurs eux-mêmes lui accordent ou pas une importance particulière. Je dirais aussi qu'il y a derrière cette question de la mémoire une nécessité aussi de poser 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est ce que j'appellerais la question de la nouvelle citoyenneté. Le principe de l'abolition, c'est de faire entrer des personnes qui étaient mises en esclavage dans une condition dite citoyenne. Sauf qu'on voit bien que dès le départ, cette citoyenneté dite républicaine, elle va à l'encontre d'une autre citoyenneté pour laquelle nous plaidons depuis plus de 4 siècles, qui est la citoyenneté panafricaine. Et donc le fait de reconnaître l'ancestralité africaine des personnes qui ont été déportées et qui ont été affranchies dans le contexte des dites abolitions, qui ne sont que le résultat de combats et de luttes qui ont été menés dans la durée. Donc la question de la citoyenneté républicaine d'un côté, dans un travail mémoriel qui est très partial, et panafricaine de l'autre, qui consiste précisément à faire ce travail de généalogie pour retrouver les diverses origines de chacun d'entre nous. Et dans ces diverses origines, nous retrouvons d'une manière ou d'une autre des ancêtres communs. Dans ce travail également sur la généalogie, il y a bien évidemment un travail de citoyenneté, et qui dit travail de citoyenneté dit un travail d'actualité. Et donc dans la manière dont on retrouve les noms de nos ancêtres, c'est aussi une interrogation sur une période actuelle où de plus en plus de mouvements, et pas que depuis aujourd'hui, veulent absolument changer les noms qui sont présents dans l'espace public. Plus nous retrouvons nos ancêtres et les noms de ceux qui nous ont précédés, plus nous estimons qu'ils sont légitimes à être présents dans l'histoire, y compris dans l'espace public. Et donc forcément,
ce travail de généalogie qui est fondateur du panafricanisme, il ébranle un certain nombre de fondements et de fondamentaux de la République qui sont présents dans l'espace public. Une République qui est fondamentalement coloniale. Ça fait partie de son histoire. Aujourd'hui, nous avons des élus de droite ou de gauche qui s'en vantent, mais il est important effectivement de pointer cette nécessité de déchouquer d'une certaine manière ce passé. Donc citoyenneté républicaine, citoyenneté panafricaine, ce sont déjà deux orientations différentes dès le départ. Deuxième élément, la question des pratiques, puisque qui dit abolition dit nouvelle pratique. Nouvelle pratique, je dirais, de s'autosuffire, puisque nous devenons supposément libres, et donc nous ne dépendons plus, entre guillemets, d'un maître. Nouvelle pratique de se nommer, nouvelle pratique de vivre ensemble, nouvelle pratique de beaucoup d'autres choses, qui nécessitent effectivement de pointer l'autre type de division qui va apparaître entre des pratiques dites élitistes et des pratiques dites populaires. Et la manière dont, parmi les pratiques populaires, il y aura la volonté, je dirais, d'élitiser ces pratiques pour sortir justement de la dimension post-esclavagiste. Donc c'est tout ce qui renvoie tout simplement au doudouisme, au mimétisme, à l'aliénation, à la volonté, une fois libre, de ressembler le plus possible finalement aux descendants des anciens maîtres. Donc cette question des nouvelles pratiques, elle doit être abordée également dans le sens de la décolonisation de l'histoire. Je crois que c'est un travail qui est extrêmement important, qui est dans la continuité du travail qui est fait sur la généalogie, qui est l'un des éléments fondamentaux du panafricanisme. L'un des travaux de la méthodologie du panafricanisme, c'est décoloniser l'histoire et c'est faire advenir de nouvelles citoyennetés panafricaines, au contrepoint ou en alternative des dites citoyennetés républicaines. Alors, qui dit citoyenneté panafricaine dit aussi penser le rapport au changement, non pas sous le sens d'une évolution, d'une transition ou d'une alternance, mais sous le sens d'une alternative, puisque même pendant la période de l'esclavage, il existait des résistances. Donc il existait déjà des alternatives autres que l'abolition et l'affranchissement pendant la période de l'esclavage. C'était notamment le marronnage ou d'autres pratiques de fuite que l'on pouvait retrouver sur le continent africain, mais également dans les diasporas. Et dans ces alternatives, on est amené à redécouvrir des expériences du passé et donc des expériences de résistance. Et ce sont ces expériences de résistance que les collectifs et les mouvements panafricains sont en train de travailler pour les adapter, je dirais, aux enjeux politiques, sociaux, culturels et économiques d'aujourd'hui. Donc ça passe par les questions d'économie solidaire, par les questions d'écologie, par les questions également de conception différente de la maternité, la manière d'accoucher, la manière de se vêtir, la manière de se nourrir, la manière de se soigner. Tout cela renvoie à un certain nombre d'alternatives qui peuvent être trouvées lorsqu'on creuse précisément ce qu'il y a derrière tous les noms de nos ancêtres qui apparaissent dans les travaux de généalogie. Alors, nouvelle pratique, recherche d'alternatives dans un contexte, encore une fois, d'asymétrie. Une asymétrie qui est liée au fait que l'abolition est quelque chose qui est venu d'en haut, quelque chose qui a été décrété depuis Paris, même si la première abolition est celle du 29 août 1793, celle qui a été provoquée à Saint-Domingue et qui a été enregistrée bien plus tard, effectivement, en février 1794 à Paris. Parce qu'on est dans cet état centralisé jacobin où il faudrait que tout parte de Paris, tout parte d'en haut, et ensuite arrive aux premiers concernés comme un cadeau auquel il devrait dire merci, amen. Donc je pense que la question de l'asymétrie, elle a été en partie ouverte, je pense, par Bruno, lorsqu'il fait référence au débat autour de Schœlcher, et je pense que c'est vraiment un point central, puisque cette question des réparations pose tout simplement la base matérialiste de la libération, la base matérialiste de l'abolition. Et je pense qu'on ne peut pas commémorer une date sans s'interroger effectivement sur les bases matérialistes qui sont absentes du contenu symbolique de cette date. Donc c'est effectivement la question de la répartition des terres, des ressources, des richesses, des inégalités économiques et sociales actuelles, et également la question tout simplement de la démocratie économique. Et de ce point de vue-là, dans le panafricanisme, la seule démocratie que nous concevons comme réellement démocratique, c'est précisément la démocratie économique, et non pas la démocratie
censitaire qui a été mise en place au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Alors, nouvelle citoyenneté, nouvelles pratiques, des alternatives. Et parmi ces alternatives, il y a également des actualités, je pense, très intéressantes qu'il faut aussi investir de manière alternative. Aujourd'hui, il y a tout un débat, par exemple, sur ce qu'on appelle la restitution des œuvres pillées par la France pendant la colonisation. Il y a le cas du Bénin et il y a le cas du Sénégal. Moi, j'ai participé à ces débats de manière, on va dire, quasi officielle, du côté du Bénin, puisque le Bénin réclamait le retour de ces objets. Et il me semble très important qu'on pose également la question de ce patrimoine culturel africain dans des territoires comme la Réunion, qui appartiennent géographiquement et géopolitiquement à l'Afrique, dans des territoires comme la Martinique, comme la Guadeloupe, comme la Guyane, où on sait que l'élément culturel africain est très clairement présent dans l'ensemble des pratiques qui font la réputation du territoire. Donc cette question du patrimoine culturel africain, qui n'est posée dans un cadre colonial que vis-à-vis des dites anciennes colonies qui sont présentes sur le continent africain, moi, il faut également l'étendre aux territoires qui sont encore sous domination coloniale, puisque dans la ligne politique du panafricanisme, nous considérons officiellement, depuis très longtemps, que la Martinique, Mayotte, la Kanaki, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion sont bel et bien des territoires à décoloniser. Donc la restitution, des alternatives, des nouvelles citoyennetés, des nouvelles pratiques, tous ces éléments-là sont, à mon avis, très importants pour nourrir au niveau du peuple réunionnais quelque chose qui relève de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ces dates dites de commémoration qui ont été imposées ou qui sont à se choisir par les premiers concernés eux-mêmes soient des dates dans lesquelles on peut construire et forger de la confiance en soi. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement important parce que c'est à partir d'une confiance en soi qu'on est en capacité d'imaginer où est-ce que l'on veut mener la Réunion et quelles sont les questions que l'on veut poser de manière directe, sans aucun détour à nos représentants. Et s'ils ne sont pas capables d'en assumer, je dirais, les conséquences, quelles sont les alternatives que nous pouvons leur proposer. Donc c'est une réflexion, pour moi, le 20 décembre, qui doit se faire sur la question du nouveau statut, puisque si l'abolition est censée faire entrer les anciens esclaves dans un nouveau statut, eh bien, il faudrait que chaque 20 décembre soit une réflexion sur quel est le prochain statut d'un territoire comme celui de la Réunion. Et forcément, se pose peut-être sans doute moins ici qu'en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane ou en Kanaki, des questions d'autonomie, des questions d'indépendance, des questions de souveraineté optimale, comme on dit, c'est-à-dire la souveraineté qui correspond à la maturité politique, culturelle, sociale et économique d'un peuple. Et donc ce sont des débats qu'il faut avoir le 20 décembre. Je pense que c'est très important. Il ne faut pas juste se contenter de la fête, de commémorer. Il faut poser ces débats, il faut poser ces questions, parce qu'elles sont essentielles et il faut interpeller les élus, certes ceux qui osent se présenter, mais sur ces questions-là. Un autre élément, c'est que dès lors que l'on pose la question de la confiance en soi et du nouveau statut qui doit être posé chaque 20 décembre, eh bien, on interroge la domination telle qu'elle est présente encore aujourd'hui à La Réunion. Et la domination, qu'est-ce que c'est ? La domination, c'est le pouvoir de déterminer la réalité des autres. C'est ça la domination coloniale. C'est comment, depuis Paris, comment en tant que Français, en tant que colon, en tant que Belge, on va déterminer la réalité du peuple réunionnais, du peuple congolais, du peuple kanak, etc. La domination. Comment on détermine la réalité d'un autre peuple. Et c'est ça précisément qui fait que nous restons dans des relations coloniales ou néocoloniales. Parce que notre réalité est déterminée par une domination qui n'a pas cessé d'être. Et donc je pense que ce sont aussi des éléments qu'il faut se poser à cette occasion. Et dépasser effectivement des approches fondées sur une mise en concurrence des mémoires. Pourquoi ? Parce que la mise en concurrence des mémoires ne peut que favoriser la mémoire dominante, donc la mémoire la plus puissante. Donc il faut trouver d'autres stratégies, des stratégies alternatives, des stratégies qui, je dirais, permettent de sortir d'un débat qu'on va racialiser lorsqu'il faut éviter les problèmes fondamentalement politiques, économiques et sociaux,
et que l'on va déracialiser lorsqu'il faut précisément poser les questions de domination ou de racisme. Donc pour moi, ce 20 décembre, c'est vraiment une date qui doit être, je dirais, premièrement internationalisée et en même temps discutée. Je crois que c'est extrêmement important. Il ne faut pas, je dirais, avoir une approche de ghettoisation. Je pense qu'il est important de réinscrire ou de continuer à inscrire la Réunion dans un ensemble plus global, de la relier à d'autres territoires qui se posent également les mêmes questions, que ce soit sur les problématiques de statut, les problématiques coloniales. Quand je parle de statut, je parle des statuts UES, mais également les statuts UTS, c'est-à-dire les statuts juridiques. Également d'interroger, je dirais, ce calendrier qui propose aujourd'hui plusieurs dates. Alors, nous, moi je suis membre d'un mouvement, la Ligue panafricaine Umoja. Le 23 août, nous avons participé avec des associations de la Martinique et de la Guadeloupe à un grand rassemblement en soutien aux militants martiniquais qui se battent contre le chlordécone et qui se battent contre les injustices qu'ils subissent de l'État français, qui passent pour des procès qui sont des procès politiques, le 23 août dernier. Nous avons choisi cette date parce que c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et des abolitions. C'est la journée UNESCO, c'est une journée internationale, qui est également la journée du tirailleur sénégalais, puisque dans l'histoire de France, il y a un autre crime d'État, qui est le massacre de Thiaroye, qui avait eu lieu le 1er novembre 1944, où des soldats tirailleurs sénégalais qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale réclamaient d'être payés, et l'État français a décidé tout simplement de les massacrer plutôt que de leur donner leur solde. Et donc cette question des réparations, elle se pose aussi par rapport à ces tirailleurs sénégalais. Et donc lors de cet événement du 23 août, nous avons mis en lien ces différents événements et surtout nous avons choisi aussi une date internationale parce que nous pensons qu'il est important, je dirais, d'internationaliser nos situations. Il est bien effectivement de les singulariser, de poser le débat à l'intérieur de l'île de la Réunion sur quelle est la Réunion que nous voulons pour demain, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre, etc. Mais il faut aller au-delà de cette singularité, de cette spécificité de la Réunion, paradis du vivre ensemble, etc. Je pense que c'est très important. Donc la date du 23 août peut être une date, je pense, intéressante je dirais, à converger. La semaine, effectivement, du 5-11 novembre, la révolte de Saint-Leu, puisque dans le calendrier des dates panafricaines, nous avons aussi le 18 novembre, qui est la bataille de Vertières. Donc montrer également en quoi ces résistances sont, je dirais, des dates très importantes pour commémorer et pour, je dirais, se ressourcer. La date du 1er mars, qui est la date de la bataille d'Adwa en 1896, qui est également une autre date qui est très utilisée dans les activités panafricaines. Et enfin, la date du 25 mai, qui est en référence donc du 25 mai 63, qui est la date de la journée de la libération africaine, qui est la date, on va dire, officielle de commémoration du panafricanisme. Donc tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a, je dirais, une réflexion plus profonde à avoir sur déjà qu'est-ce que l'on met derrière, d'un point de vue matérialiste, derrière le 20 décembre, qu'est-ce que l'on met d'un point de vue statutaire et symbolique et politique derrière ce concept de commémoration, comment on le décolonise et comment surtout on l'intègre dans une perspective panafricaniste qui est nécessairement une perspective de rupture. Non pas nécessairement une rupture entre guillemets dans la violence, mais une rupture, je dirais, dans le sens de se réapproprier un passé duquel on peut tirer suffisamment d'énergie et de ressources pour dépasser les crises émotionnelles auxquelles nous sommes constamment soumis dans une année 2020 qui a été marquée par des manifestations monstres contre le racisme, George Floyd, par des mouvements contre les statuts, qui nécessitent, selon moi, de mettre beaucoup plus de problématiques et surtout de trouver de nouvelles perspectives politiques. Donc c'est un peu les quelques éléments très rapidement que je voulais partager avec vous en termes de réflexion. Merci. Alors, si vous avez des questions, comme ça, vers 4h30, on va pouvoir passer au Malaga, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, peut-être? Vous voulez